Le côté législatif de la réforme de la SNCF, normalement, devrait être bouclé cette semaine. On va en parler longuement avec Gilles Legendre, qui est le vice-président du groupe l'AREM, c'est comme ça qu'on dit, et député de Paris à l'Assemblée nationale. Et puis on va parler aussi de quelques économistes qui s'inquiètent de voir Emmanuel Macron pencher plutôt à droite. Gilles Legendre, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Alors, la loi SNCF, normalement, sera définitivement adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat après la commission mixte paritaire qui a lieu aujourd'hui, je crois. Absolument. C'est un symbole. C'est un symbole d'une réforme réussie. De ce point de vue-là, on a tout lieu d'en être satisfait. C'est vous qui le dites qu'elle est réussie. Oui, oui, c'est moi que vous interviewez. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ça ne va pas échapper. C'est le symbole d'une réforme réussie, d'une réforme équilibrée, qui valide une méthode qui a mélangé une certaine autorité, que nous assumions sur un certain nombre de principes sur lesquels nous ne voulions pas transiger, mais aussi une concertation qui, en dépit de la situation sociale compliquée que nous avions à gérer, a eu lieu. Et avec, du point de vue des syndicats, même s'ils ont du mal à le reconnaître, un certain nombre d'avancées positives pour eux, et d'ailleurs positives pour l'entreprise. C'est ce que vous retenez de cette réforme, en fait. Oui. Qui n'était pas évidente au début, quand même. Elle n'était pas évidente. Tout le monde nous disait qu'on n'oserait pas aller jusqu'au bout. Tout le monde nous disait que les trains allaient être bloqués comme en 95, qu'on allait mettre le pays à feu à sang. Ça n'a pas été le cas. C'est heureux. Maintenant, nous avons un défi collectif à relever. On va revenir sur le détail. C'est réussir cette réforme dans sa mise en œuvre. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette réforme, sur le front syndical? Qu'est-ce que vous avez retenu? Parce qu'ils sont unis, les syndicats, néanmoins. Ils sont toujours dans la grève, là. Ils ont été unis pour un système de grève qu'ils pensaient extrêmement pernicieux et qui, finalement, auquel les Français les Français s'y sont accoutumés, se sont organisés. C'est la majorité qui a gagné la bataille de l'opinion? Alors, on n'est pas dans une bataille, on n'était pas à la recherche d'un trophée, on n'était pas dans la stigmatisation. De la presse, la bataille du rail, mais vous avez remarqué que ce n'est pas la majorité qui font les titres de la presse. Et c'est très bien, et c'est très bien comme ça. Ils sont bien meilleurs faits par vous que par nous. Non, sérieusement, ce que ça montre, premièrement, c'est que les Français sont quand même prêts à accepter des réformes, y compris dans les terrains sociaux où on pense qu'ils y sont le plus rétifs. Vous savez, on est rentré dans cette réforme en disant qu'elle avait deux objectifs, qu'elle visait deux populations, les passagers, les voyageurs, qui sont de moins en moins satisfaits du service rendu par la SNCF, et les cheminots, qui ne peuvent pas être heureux de vivre dans une entreprise qui ne va pas bien, qui perd tout ce qu'elle peut. La faute à qui? C'est la faute, certainement pas aux cheminots eux-mêmes, c'est la faute à la façon dont l'entreprise a été gérée par l'État, par le système public depuis des années, avec parfois la responsabilité des managers. Mais vous savez, être le patron de la SNCF, c'est le job le plus difficile de la République. Donc Pépi n'a pas failli? Pépi n'a absolument pas failli. D'accord. Pépi a vécu dans un système qui, de toute façon, ne pouvait pas donner du bon. La grève peut-elle aller au-delà du mois de juin? Parce que normalement, les syndicats nous avaient dit on va jusqu'à la fin juin. Et il y en a certains, Sudrail notamment, qui disent on pourrait aussi un peu perturber les vacances. Écoutez, c'est pas à moi de dicter leurs attitudes aux syndicats. Vous redoutez ça? Non, je ne le redoute pas, ce serait incompréhensible. Déjà, cette grève était quand même difficilement compréhensible. Elle a commencé avant même que ne débutent les négociations. Connaissez-vous un pays au monde où la grève... Voilà. C'est la France. Donc là-dessus, il faudra quand même qu'on change toujours avant et qu'on progresse. Voilà. Maintenant, le point d'arrivée a été solennisé par la loi, par une négociation qui, encore une fois, sur des points sensibles, la future négociation collective, les droits sociaux accordés aux cheminots, nouveaux ou futurs. L'enjeu principal maintenant, c'est quoi? Parce que vous parliez de l'application, c'est une chose, mais il y a aussi la convention collective. Pour dire les choses de façon très simple, la loi a permis de fixer le nouveau cadre dans lequel la SNCF retrouvait toutes les chances de se développer, de gagner de l'argent, de recruter, de gagner des parts de marché. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce que veut dire la convention collective? Ça, elle doit être négociée. C'est négocié entre qui et qui, ça? C'est négocié entre les syndicats de la branche et les représentants de la branche, dont la SNCF, mais pas que, mais non, la branche collective englobe l'ensemble des acteurs du ferroviaire. C'est qui les autres, alors? Eh bien, c'est par exemple une entreprise comme Transdev. Il se trouve que son président est aussi le président de la branche. Donc, il a un rôle essentiel à jouer, mais comme dans n'importe quel secteur.
Non, Transdev, c'est une filiale de la Caisse des dépôts. Filiale de la Caisse des dépôts, oui. Ex-Veolia. Oui. Et donc, et un petit bout de Veolia. Mais c'est très clairement dans le giron de la Caisse des dépôts. Mais peu importe, c'est dans n'importe quelle entreprise. Nous sommes ici au Figaro. Oui. Quand il y a des négociations, c'est le syndicat de la presse quotidienne. D'accord. C'est la branche. On va parler quoi là? Du sac à dos social notamment? On va parler du statut de la branche ferroviaire après le statut des cheminots. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, les cheminots actuels gardent leur statut jusqu'au moment où ils quittent leur fonction. Jusqu'en 2000. Ah ben non, ça dépend des individus. Oui. Non mais le nouveau statut rentre en fonction en 2020. Ben voilà, en 2020. Et c'est ça qu'il faut qu'on négocie. Mais comme dans n'importe quelle activité, la santé, l'alimentation, la distribution. Les parlementaires n'ont plus leur mot à dire là. Non, mais le point central qui a été une des concessions qu'ont obtenues les syndicats, c'est que l'État ne se désintéresse pas de cette affaire-là. C'est-à-dire que l'État ne négocie pas lui-même, ce sont les syndicats et les entreprises qui doivent négocier, les responsables d'entreprise, mais nous avons pris l'engagement de veiller à ce que cette négociation préserve des équilibres sociaux et économiques qui, évidemment, donnent à la SNCF toutes les chances de se développer, de grandir, de gagner de l'argent, mais où on ne s'assied pas sur la spécificité que représente et que représentera toujours le métier de cheminot. Vous êtes député, est-ce que vous êtes d'accord avec les sénateurs qui ont amélioré le sac à dos social? En gros, je suis cheminot à la SNCF, je pars à la concurrence, mais je ne suis pas content de mon sort à la concurrence. J'ai 7 ans, je crois, pour revenir et je retrouve mes droits. Alors, sur les modalités pratiques, c'est au niveau de la CMP que ça va se gérer, donc je ne veux pas rentrer dans le détail de cette affaire-là, la commission mixte paritaire, mais le sac à dos fait partie des dispositions qui n'étaient pas précisément arrêtées au début de la réforme et sur lequel la négociation menée de main de maître, je dois le dire, par Elisabeth Borne et par le Premier ministre, ont permis d'avancer. Dites-moi en quelques mots, en quoi ce nouveau statut de l'entreprise, des cheminots, l'ouverture à la concurrence va améliorer ce service public? Parce que ça c'est pas visible. Hein. Vous avez oublié une chose dans votre description, c'est la reprise de la dette. On va en parler. Ça n'est pas rien. On va en parler de la reprise de la dette. Oui, mais c'est énorme. Ça veut dire que maintenant, la SNCF devient une entreprise normale. Elle n'est plus lestée de circonstances ou de conditions qui la freinent. En quoi les trains vont arriver à l'heure? En quoi ça sera plus confortable? En quoi il y aura du papier hygiénique dans les toilettes? Voilà. Ça c'est comme n'importe quelle entreprise qui est obligée de se réformer. Elle va mettre le client et le passager au centre de sa stratégie. Oui, mais elle va construire. Ça, non, ça, mais attendez, est-ce que le Figaro d'aujourd'hui est le même qu'il y a 20 ans? Non. Bon, voilà. Parce que nous, on s'est adapté. Eh bien voilà, c'est ce que va faire la SNCF. Vous êtes sûr de ça? Mais oui. Ça sera à Guillaume Pépi de le faire? Pour l'instant, c'est Guillaume Pépi qui est aux commandes. Il a été absolument parfait pendant toute la période des négociations. La reprise de la dette, vous avez cédé, finalement. Mais la majorité a cédé. Mais non, on le savait dès le départ qu'il faudrait le faire. Mais attendez, c'est pas toute la dette d'ailleurs. On ne peut pas dire à une entreprise, vous devez vous réinventer, on va fixer le cadre qui va vous permettre de le faire et qui va vous permettre enfin de tenir votre rôle tout seul, sans perfusion de l'État, et dire, oui, mais vous allez garder les 46 milliards de dettes. Nous savions que l'État devrait assumer ses responsabilités. Ça va lester un peu les comptes publics, ça. Ça leste la dette publique, évidemment. Si elle passe dans la sphère publique, elle devient la dette de tous les Français. Vous allez faire des économies ailleurs. Ah, mais de toute façon, les économies, il faut qu'on les fasse. Oui, alors ça va être une autre paire de manches. Hein. Alors que, mais il y a 3 économistes, et pas des moindres, qui ont été des conseillers d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale, notamment M. Pisani-Ferry, qui disent, oui, et de droite et de gauche, mais le président de la République, il est plutôt et de droite et de droite. Alors, ils ne le disent pas dans les termes, ça c'est Yves Tréhard qui le dit comme ça. C'est mon interprétation. Voilà. Non, je pense qu'il faut que tout le monde retrouve son calme et ne perde pas le projet pour lequel nous avons travaillé auprès du président de la République pendant toute la campagne, y compris ces 3 éminentes personnes que nous étions parfaitement heureux d'avoir à nos côtés. Oui, mais donc nous avons maintenant peut-être. Non, je ne crois pas. Je vous rappelle quand même, petit détail, que cette note a été réclamée par le président lui-même aux 3 auteurs. C'est vrai. Bon, alors une note confidentielle qui se retrouve dans Le Monde, elle est plus trop confidentielle. Peu importe. D'où vient la fuite d'ailleurs ? Peu importe. Nous avons été engagés sur un projet qui consistait à mettre fin à une folie qui a freiné notre pays, qui consistait à dire qu'à chaque fois qu'on faisait une politique pour créer de la richesse, c'était une politique de droite, et qu'à chaque fois qu'on créait une politique pour distribuer cette richesse, c'était une politique de gauche. Et on a vécu ce tic-tac pendant 25 ans, moyennant quoi nous avons
la croissance la plus faible des pays européens, moyennant quoi nous avons un système de protection sociale dont nous nous gargarisons, mais qui coûte le plus cher des pays européens et avec une efficacité de plus en plus faible, avec des angles morts, notamment en ce qui concerne la pauvreté dans notre pays, qui est fondamentale. Vous allez vous y attaquer? Mais on s'y attaque déjà. Alors je vais vous dire pourquoi vous y attaquez, mais c'est difficile à faire admettre. Parce que vous ne faites pas de la politique de redistribution, mais vous faites de la politique du ruissellement. Non, le ruissellement, nous n'avons jamais repris ce terme et il n'a aucun sens. Il n'a d'ailleurs jamais été théorisé de façon satisfaisante par les économistes. On vous reproche de ne pas faire de redistribution, c'est ce qu'ils vous disent les trois économistes là. Notre politique, elle tient et elle va se déployer encore dans les semaines et les mois qui viennent, et les déclarations qui ont été faites notamment par Agnès Buzyn cette semaine, ou ce dimanche, ou par Muriel Pénicaud, vont être exactement dans ce sens-là. Nous avons deux buts. La première des injustices, c'est l'injustice par rapport au travail. Donc nous devons tout faire pour que l'emploi augmente, que le travail redémarre, oui, mais ils disent que la croissance de l'assurance chômage ne va pas dans le bon sens, ils disent. Hein. Écoutez, ils disent ce qu'ils veulent. C'est évident que nous facilitons les transitions professionnelles avec la réforme que nous allons discuter cette semaine sur l'assurance chômage. Donc la première des injustices, c'est vis-à-vis de l'emploi, remettre les gens au travail quand ils peuvent retrouver un travail. Cela suppose évidemment d'augmenter le volume d'emploi, donc de soutenir l'activité, de soutenir la croissance, donc de soutenir l'épargne, donc de prendre les mesures fiscales que nous avons prises durant l'automne dernier. Vous qui connaissez bien la macroéconomie, vous avez bien vu, les prix du pétrole remontent, les taux d'intérêt vont être remontés. Raison de plus pour faire les vraies réformes structurelles qui soutiendront le niveau de croissance français. Et puis, nous savons qu'un certain nombre de populations ou de personnes, malgré nos réformes, vont rester durablement éloignées de l'emploi. Et c'est sur ces populations-là que nous devons axer toute la réforme de notre architecture sociale. On ne touche pas aux aides sociales ? On ne touche pas aux aides sociales quand elles protègent véritablement les individus et ceux qui en ont le plus besoin. Mais on ne peut pas... La prime d'activité, on l'augmente. La prime d'activité, elle peut être augmentée dans certains cas, elle peut être modulée dans l'autre. Elle rentre exactement dans ce que je vous disais, c'est-à-dire accompagner le retour vers l'emploi des populations qui en sont éloignées, faire en sorte qu'elles puissent faire ce petit saut qui est décisif, qui fasse qu'on passe d'un système à 100% subventionné par des prestations à un système où la majorité de son revenu est tiré du vrai travail, du travail qui n'apporte pas qu'un revenu aussi, qui apporte un statut social, qui apporte un sens à votre existence. Je vous tends une perche. Vous êtes plutôt Darmanin qui dit qu'il faut réduire les aides sociales ou si la croissance revient, ou vous êtes plutôt Buzyn qui dit non, pas touche. Il n'y a pas de feuille de cigarette entre Darmanin et Buzyn. Ah bon ? Non, absolument pas. Ils ont des responsabilités différentes. Nous sommes tous mobilisés vers une réforme de notre protection sociale qui atteigne véritablement ces objectifs. Est-il normal que dans ce pays qui se vante d'avoir un système de protection sociale le meilleur du monde, il y ait 9 millions de pauvres ? 9 millions de pauvres, Yves Tréhard. C'est un scandale. Et alors là, on est tous d'accord. Mais est-ce qu'en défendant ça, on est plus de gauche ou plus de droite ? C'est une foutaise de présenter les choses de cette manière-là. Vous êtes député parisien ? Oui. Qui est-ce qui va ? Alors, Gaspard Ganzer, l'ancien directeur de la communication de François Hollande, semble vouloir aller au combat pour la municipale. Vous irez, non ? Moi, je soutiendrai évidemment la démarche qui va être construite autour d'En Marche. Peut-être pas exclusivement d'En Marche. Ça sera M. Griveaux ? On y travaille. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ah bon ? En revanche, que notre mouvement s'organise et soit capable assez prochainement, autour de l'automne, fin d'année, de proposer aux Parisiens une offre politique qui soit cohérente, qui soit, j'allais dire, convaincante, différenciante. Je vous dis, l'automne ou la fin de l'année, oui, quelque chose comme ça. Nous commençons à y travailler ardemment. Eh bien, nous sommes avec Gilles Legendre et on continue avec Valentin Pilate qui nous a rejoint dans le studio pour poser vos questions, chers internautes. Valentin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Gilles Legendre. Bonjour. Alors, on a une première question de François qui nous regarde actuellement en direct sur Facebook. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour François. Gilles Legendre, vous êtes élu parisien. François, une question pour vous. Quelle position avez-vous face à l'état global de la capitale ? Alors, je le cite, pollution liée aux mesures restrictives de circulation, ville d'une saleté déconcertante, insécurité, migrants, etc. En gros.
C'est votre regard? C'est évidemment ce qu'on entend de façon unanime de la part des Parisiens, quels que soient leurs arrondissements, quelle que soit la couleur politique de leurs arrondissements. C'est évidemment sur ces sujets que nous devons apporter des réponses extrêmement précises et convaincantes. Mais ne nous illusionnons pas, ça n'est pas si simple. Je ne stigmatise pas à 100% le mandat d'Anne Hidalgo sur ces sujets-là. Je ne rentre pas dans une critique systématique. Si ça n'a pas été bien géré, ça n'est pas uniquement par mauvaise volonté de sa part. Néanmoins, c'est là un des gros échecs de sa mandature. Nous devons trouver des réponses extrêmement précises à ces sujets-là. Donc vous dites deux choses en même temps. Tout n'est pas de sa faute, mais c'est quand même beaucoup de sa faute. Mais bah oui, c'est un peu vrai. Alors, une remarque de Betsy en direct. Notre pays croule sous le poids de la fiscalité qui étouffe toutes les initiatives créatives. Alors, dans les studios, je lui demandais un petit peu pourquoi elle nous disait ça. Je la cite, « Nous sommes le pays champion d'impôts dans le monde ». Alors, dans le monde, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans les pays comparables, c'est pas loin d'être vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous devons remettre en ordre nos finances publiques. Nous avons un engagement sur l'ensemble du quinquennat qui est extrêmement clair. Les impôts doivent baisser de 1 point de prélèvement obligatoire. Et la dépense publique de 4 points. La dépense publique de 4 points, le déficit de 2 points et la dette de 8 points. Donc, alors quand on dit 1 point, on se dit c'est pas beaucoup. Oui, mais enfin, arrêter le bateau quand il court à toute allure, c'est déjà un très gros effort. Il n'y aura pas de nouvel impôt créé? Non. Sûr? Oui, sûr. Alors, Macron était l'invité de Téléfoot dimanche, invité spécial pour les 40 ans. Ça a suscité beaucoup de tweets, en l'occurrence celui de Vincent. Je le cite, « Macron, ça reste quand même la meilleure reconversion d'un arrière-gauche en ailier droit ». Vous êtes d'accord? C'est une jolie formule, mais qui n'a pas beaucoup de sens. C'est exactement ce que nous venons de dire avec Yves Tréhard. Notre projet, il sort de ce cadre-là. Et tous ceux qui l'y remettent, y compris parfois dans nos propres rangs, font fausse route. Nous devons absolument concilier la création de richesses et une redistribution plus juste de ces richesses. Les deux vont de pair. Si on réussit ça, notre pays sera profondément transformé quand, à la fin, nous aurons fini notre mandat. Alors, Alice avait une question. Quelle est selon vous la prochaine loi la plus importante à passer, bien qu'elle le soit toute? Quelle est selon vous la prochaine, la plus importante? Quel est le prochain rendez-vous? Ah ben alors ça, il commence cet après-midi à 16h. Il va occuper les débats de l'Assemblée nationale toute la semaine. C'est ce que nous faisons sur la formation, l'apprentissage et l'assurance chômage, qui est une loi... Il faut que vous fassiez de la pédagogie. Qui est une loi macroniste par excellence. Rien, Elle est à la fois une loi qui va apporter les compétences aux entreprises dont elles ont besoin et dont elles manquent aujourd'hui et qui fait que leur croissance est bridée. Et en même temps, ce fameux en même temps, elle déverrouille l'accès à l'emploi pour un nombre de populations exceptionnellement important. Parce qu'elles ont l'impression de s'être fait... Mais parce que la loi, la loi que nous apprêtons à voter donne le pouvoir à ceux qui savent, c'est-à-dire aux métiers. C'est une concession que vous avez faite au syndicat, peut-être, non? Non, c'est parce que rien de tel qu'une branche pour savoir de tel type de compétences elle a besoin. Les régions, on ne les déshabille pas complètement, elles peuvent encore subventionner des CFA, elles ont des rôles à jouer dans les équilibres territoriaux, dans l'orientation des jeunes. Elle passera quand cette loi, définitivement? Ah ben écoutez, on vote la première lecture, on va essayer de faire ça dans la semaine, après ça sera le Sénat. Il faudra attendre combien de temps pour que ça ait des effets? À la rentrée. Sur l'emploi. À la rentrée, elle est opérationnelle. D'accord. Elle est opérationnelle à la rentrée. Alors ensuite, les choses vont se mettre en place. D'accord. Mais vous savez, les Français ont très bien compris. Moi, je vois très bien, dans les familles, sur l'apprentissage, ils ont parfaitement compris qu'il y aura un avant et un après, notamment pour que les enfants ou les jeunes puissent accéder au travail de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, et en pouvant choisir les centres de formation des apprentis, ceux qui ont les meilleurs résultats, notamment en termes d'insertion à la sortie, à la fin de la période d'apprentissage. Alors, une dernière question de Valentin avant une petite surprise. Avant la surprise, dernière question, plutôt la remarque d'un internaute, il réagit justement à cette loi. Je le cite, « Après les retraités et les étudiants avec les APL, à qui Macron va-t-il s'en prendre ?» C'est sa question sur le Figaro.fr. On ne s'en prend à personne. Les étudiants, les retraités, alors du coup, mais les prochaines lois à venir, c'est sa question, sa remarque sur le Figaro.fr. Les étudiants, on ne s'est pas pris contre eux. Vous avez vu, Parcoursup est en train de se déployer, se dérouler, il fonctionne bien. Oui, mais enfin, il y a eu les APL. La baisse des APL. Il y a eu les APL. Oui, maintenant, les APL, aujourd'hui, elles vont être intégralement compensées par une baisse des loyers. Donc ça, c'est terminé. Non, il n'y a pas de mauvaise surprise. Merci Gilles Legendre. Alors la surprise, en votre présence, c'est avec votre accord. Merci. Alors vous savez que le talk Le Figaro, a 10 ans. 10 ans, c'est un âge plus que de raison, puisque généralement c'est 7 ans. C'est 2 mandats de député. 2 mandats de député, effectivement. Et j'en profite pour remercier d'abord
ce journal, ce grand journal qui a lancé cette émission qui est un peu une émission, je dirais, phare sur la planète de l'Internet en termes de débat politique, la première chose. La deuxième chose, à toutes les équipes du Figaro, et notamment, parce que vous ne la voyez pas, mais à toute l'équipe de Valérie Ancelin qui dirige la régie. Et puis, un mot tout particulier à Guillemette de Fromont, qui a toujours été à mes côtés pour organiser ce talk, et bien, qui a décidé de voguer vers d'autres cieux, et surtout vers d'autres flots plutôt. Et vous allez, pour bien, vous remémorer un peu les temps forts, ou les temps cocasses de ce talk, et bien, regardez pendant quelques minutes, quelques épisodes de ces 10 ans. Bienvenue dans le Talk Orange Le Figaro, le nouveau rendez-vous de l'actualité, tous les soirs en direct à 18h. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Bonsoir Augustin Legrand, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Jean Sarkozy. Bonsoir. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Bernard Accoyer, bonjour. Bonjour. Bonsoir Jean-Marc Ayrault. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Hervé Morin, bonjour. Bonjour Gilles Vintraube. Bonsoir Bernard Thibault. Bonsoir. À quoi pensez-vous en vous rasant? À pas me couper? Oui, mais coper, c'est un faux cul au sens où le dictionnaire emploie ce terme. Ça pose un homme, surtout qui connaît autant l'homme que la bête. Je n'ai pas envie de passer à gauche. Ce que je veux, c'est que la gauche reprenne certaines de nos idées. Le parti Front National est devenu le parti de la peur. Vous faites front commun avec les altermondialistes, alors? On fait front commun avec le bon sens et on pense que c'est un petit caprice du Premier ministre, M. Ayrault. L'intervention publique est nécessaire. Vous êtes complice de cette manip? Ça n'est pas une manipulation et il n'y a pas de complicité. Le traître, je pense que le mot est sûrement pas adapté. Vous savez, là où je suis, j'ai beaucoup à faire. La ministre, elle n'a pas encore dit grand-chose. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi? Monsieur Tréhard, je n'ouvre pas de commentaires sur votre coiffure. Pas de commentaires là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi ça m'intéresse pas. Elle a secoué le cocotier avec son style, avec sa façon à elle de faire. La fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la graine. Et je tiens à prévenir tous ceux qui sont ou seront mes alliés dans l'avenir, je suis un homme mal commode. Vous êtes pour la primaire derrière François Fillon ou derrière Nicolas Sarkozy? Je ne vous reçois plus, il y a mon oreillette qui vient de couper. Nicolas Sarkozy ne m'a pas donné la réponse, je suis désolé. Ah, c'est embêtant. Mais il n'y a pas de plan secret. Elle est intelligente, n'oubliez pas ce détail. Ce qui est vrai, je vous le confirme. J'en ai connu des événements qui m'ont formé, pas forcément usé, formé.